KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. Chapitre 3 L'explorateur. La reconnaissance au Maroc est avant tout une œuvre scientifique, à la fois géographique, militaire et politique. Les qualités d'ordre et de précision qu'on y observe à chaque page sont tout à fait étonnantes, et plus encore si l'on songe à toutes les difficultés, aux dangers même que courait l'explorateur s'il voulait prendre des notes. Il était enveloppé de gens qui soupçonnaient et parfois devinaient sa qualité de chrétien et donc toujours en péril. Dans les itinéraires au Maroc, il explique comment il a pu tromper la surveillance des témoins ou les écarter. L'État d'Israélite ne manquait pas de désagréments. Marcher pieds nus dans les villes et quelquefois dans les jardins, recevoir des injures et des pierres n'était rien, mais vivre constamment avec les Juifs marocains, gens méprisables et répugnants entre tous, sauf de rares exceptions, était un supplice intolérable. On me parlait en frère, à cœur ouvert, se vantant d'actions criminelles, me confiant des sentiments ignobles. Que de fois n'ai-je pas regretté l'hypocrisie ? Tant d'ennuis et de dégoûts étaient compensés par la facilité de travail que me donnait mon travestissement. Musulman, il eût fallu vivre de la vie commune, sans cesse au grand jour, sans cesse en compagnie. Jamais un moment de solitude, toujours des yeux fixés sur soi, difficile d'obtenir des renseignements, plus difficile d'écrire, impossible de se servir d'instruments. Juif, ces choses ne devenaient point aisées, mais étaient d'ordinaire possibles. Mes instruments étaient une boussole, une montre et un baromètre de poche pour relever la route, un sextant, un chronomètre et un horizon à huile pour les observations de longitude et de latitude, 2 autres baromètres holostériques, des thermomètres fronde et des thermomètres à minima pour les observations météorologiques. Tout mon itinéraire a été relevé à la boussole et au baromètre. En marche, j'avais sans cesse un cahier de 5 cm² caché dans le creux de la main gauche. D'un crayon long de 2 cm, qui ne quittait pas l'autre main, je consignais ce que le chemin présentait de remarquable. Ce qu'on voyait à droite et à gauche, je notais les changements de direction, accompagnés de visées à la boussole, les accidents de terrain, avec la hauteur barométrique, l'heure et la minute de chaque observation, les arrêts, les degrés de vitesse de la marche, etc. J'écrivais ainsi presque tout le temps de la route, tout le temps dans les régions accidentées. Jamais personne ne s'en aperçut, même dans les caravanes les plus nombreuses. Je prenais la précaution de marcher en avant ou en arrière de mes compagnons, afin que l'ampleur de mes vêtements aidant, ils ne distinguassent point le léger mouvement de mes mains. Le mépris qu'inspire le juif favorisait mon isolement. La description et le levé de l'itinéraire emplissaient un certain nombre de petits cahiers. Dès que j'arrivais en un village où je pouvais avoir une chambre à part, je les complétais et je les recopiais sur des calepins qui formaient mon journal de voyage. Je consacrais les nuits à cette occupation. Le jour, on était sans cesse entouré de juifs. Écrire longuement devant eux leur eût inspiré des soupçons. La nuit ramenait la solitude et le travail. Faire des observations astronomiques fut plus malaisé que de relever la route. Le sextant ne se dissimule pas comme la boussole. Il faut du temps pour s'en servir. La plupart de mes hauteurs de soleil et d'étoiles ont été prises dans des villages. Le jour, j'épiais le moment où personne n'était sur la terrasse de la maison. J'y transportais mes instruments enveloppés de vêtements que je disais vouloir mettre à l'air. Le rabbin Mardoché restait en faction dans l'escalier, avec mission d'arrêter par des histoires interminables quiconque essaierait de me rejoindre. Je commençais mon observation, choisissant l'instant où personne ne regardait des terrasses voisines.
Souvent, il fallait s'interrompre, c'était très long. Quelquefois, il ne fut pas possible d'être seul. Quel conte n'inventait-on pas pour expliquer l'exhibition du sextant ? Tantôt il servait à voir l'avenir dans le ciel, tantôt à donner des nouvelles des absents. À Taza, c'était un préventif contre le choléra. Dans le Tadla, il révélait les péchés des Juifs. Ailleurs, il me disait l'heure, le temps qu'il ferait, m'avertissait des dangers de la route, que sais-je. La nuit, j'opérais plus facilement. Je pus presque toujours agir en secret. Peu d'observations ont été faites dans la campagne, il était malaisé de s'y isoler. J'y suis parvenu quelquefois, prétextant la prière, comme pour me recueillir, j'allais à quelque distance, couvert de la tête aux pieds d'un long sisite, les plis en cachaient mes instruments, un buisson, un rocher, un pli de terrain me dissimulaient quelques minutes, je revenais, ma prière terminée. Pour tracer des profils de montagne, faire des croquis topographiques, il fallait plus de mystère encore. Le sextant était une énigme qui ne révélait rien. L'écriture française gardait son secret, le moindre dessin m'eût trahi. Sur les terrasses comme dans la campagne, je ne travaillais que seul, le papier caché et prêt à disparaître sous les plis du burnous. La reconnaissance au Maroc est aussi un journal. D'ordinaire, on y trouve autant de chapitres qu'il y eut de journées. Rarement Charles de Foucault s'attarde à décrire. Il le fait en peu de mots et en artiste. Chez lui, la simplification du paysage, le choix de l'expression, une certaine recherche discrète de l'harmonie révèlent un homme remarquablement doué et qui eût pu compter parmi les écrivains qui nous ont donné quelques images des pays nouveaux. Mais il ne se permet point de céder à cette tendance de son esprit. Il écrit, avec l'intention bien arrêtée, non de se faire admirer, mais de servir la France, héritière probable du Maroc, de lui préparer les voies, d'aider les camarades qui auront un jour, il le pressent, la mission de conquérir cet empire où, en plus d'un endroit, il rencontre des chefs secrètement désireux de la venue des Français. En somme, il est déjà celui qui prépare. Ce caractère marquera toute sa vie. Plus tard, quand il réapparaîtra en Afrique, Foucault se donnera pour mission d'apprivoiser les musulmans, de les rapprocher de nous et de la loi chrétienne. Tout son effort, tous ses sacrifices jusqu'au dernier ne tendront qu'à ceci, rendre possible pour les missionnaires qui viendront la prédication de l'Évangile. Il sera, religieusement aussi, le précurseur, le fourrier, l'homme de pointe. Le vicomte de Foucault et Mardochée quittent Tanger le 21 juin 1883 à 3 heures de l'après-midi. Ils font partie d'une petite caravane, ils sont montés sur des mules, grâce auxquelles le long voyage entrepris au Maroc se fera assez rapidement. On marche jusqu'à 9 heures du soir, une partie du temps au milieu de champs de blé magnifiques. Le lendemain, à 4 heures du matin, la caravane se remet en mouvement. Il n'y avait point de route au Maroc en ce temps-là, mais seulement des pistes tracées par le pas des hommes et des bêtes. Chaque jour, Charles de Foucault notera la qualité du terrain, les principales essences d'arbres qui couvrent le sol par endroits, la couleur des roches. Il dira s'il a rencontré d'autres voyageurs, si beaucoup de perdreaux, de tourterelles se sont levés sur le passage, si des lièvres ont déboulé. Il est frappé, dans ce début de son voyage, de la multitude des ruisseaux et petites rivières qu'il traverse ou côtoie, de la vigueur de la végétation, de la beauté des cultures, et déjà il plaint le pauvre paysan marocain auquel les pillards d'un côté, le fisc de l'autre, enlèvent la meilleure part des récoltes. Les voyageurs font presque tout de suite un crochet à l'est et passent quelques jours à Tétouan. Ils en repartent le 2 juillet dans la direction du sud pour Chefchaouen. On est surpris en lisant la reconnaissance au Maroc de la fréquence du ton idyllique. La fraîcheur des jardins, l'abondance des moissons, la douceur de l'air sont des expressions qui reviennent sous la plume de l'explorateur, quand il décrit certaines régions, comme celle de Chefchaouen, et il n'est pas douteux d'abord qu'il a vu juste, mais aussi
qu'une espèce de sympathie naturelle l'accorde avec ce paysage, lui en fait goûter la beauté. Dès le 2 juillet, parvenu en pays de montagne, il décrit « Le Djebel Beni Hassan présente maintenant un aspect enchanteur. Des champs de blé s'étagent en amphithéâtre sur son flanc, et depuis les roches qui le couronnent jusqu'au fond de la vallée, le couvrent d'un tapis d'or. Au milieu des blés, brille une multitude de villages entourés de jardins. Ce n'est que vie, richesse, fraîcheur. Des sources jaillissent de toutes parts, à chaque pas on traverse des ruisseaux, ils coulent en cascade parmi les fougères, les lauriers, les figuiers et la vigne, qui poussent d'eux-mêmes sur leurs bords. Nulle part je n'ai vu de paysage plus riant, nulle part un tel air de prospérité, nulle part une terre aussi généreuse, ni des habitants plus laborieux. D'ici à Chefchaouen, le pays reste semblable. Le nom des vallées change, mais pareille richesse règne partout. Elle augmente même encore à mesure que l'on s'avance. Dès le début du voyage, 10 jours après qu'il a quitté Tanger, l'explorateur est en pleine inconnue. Dans cette petite ville de Chefchaouen, un seul chrétien était entré, un Espagnol, vers 1863. Il n'était pas revenu. Charles de Foucauld, 20 ans plus tard, le 2 juillet, s'arrêtait sur une hauteur voisine pour prendre un croquis d'après lequel le vicomte Olivier de Bondy a pu faire ce dessin large et précis publié dans la Reconnaissance au Maroc. Il pénétra même dans le quartier juif et croisa en chemin beaucoup de gens de Beni Zedjel qui lui criaient « Que Dieu fasse éternellement brûler le père qui t'a engendré, juif !» La nuit du 2 au 3, il la passa dans le Mela. Il ne semble pas qu'il ait visité la ville même. Mais il a été aussi loin qu'il pouvait aller, et seul. Dans ce Maroc où il entre en piètre équipage, mais avec une ambition violente et magnifique, c'est d'ailleurs l'inconnu qu'il cherche. Les régions défendues, sauvages, ont toutes ses préférences. D'un point relevé sur les cartes à un autre point également déterminé, il tâchera tout au moins d'aller par une route où personne n'a passé. Faut-il attendre ? Il attendra. Payer plus cher les guides ? Il paiera. Le danger, il ne s'en occupe jamais. Je crois, sur la foi de plusieurs hommes intimement liés avec lui, que le sentiment de la peur lui était étranger. Le voyageur qui décrit et dessine ainsi les paysages relève également tous les traits de mœurs qu'il observe. Dans cette même excursion, il rencontre un hadj, c'est-à-dire, comme on le sait, un musulman qui a fait le pèlerinage de la Mecque, et il note aussitôt que ces pèlerins, qui ont pris quelque idée des Européens, sont en général moins fanatiques, plus polis et affables que leurs coreligionnaires. 10 pages plus loin, il analyse l'état politique différent et la misère égale des deux parties du Maroc. Le Blad el Makhzen, soumis au sultan, et le pays libre ou révolté, le Blad es-Siba. Partout, il recueille et consigne avec un soin extrême les renseignements qui peuvent servir à un géographe, à un sociologue, à un colon, à un soldat. Même s'il avait parcouru le Maroc en toute liberté, on s'étonnerait qu'il eût pu le connaître si complètement. Parfois, il s'interrompt de noter et il juge. Ses jugements sont d'un contour aussi ferme que ses détails de topographie ou ses croquis à la plume. Il a une sympathie certaine pour les Marocains. J'ai fait allusion, par exemple, à ce qu'il dit des pèlerins de la Mecque, mais il a vu de trop près, lui prisonnier de leur foule, ce que valaient moralement les habitants des villes ou des villages. Il ne peut taire les vices qui rongent les populations musulmanes. Et il est curieux de lire les lignes que je vais citer, quand on se souvient surtout que l'homme qui les a écrites devait donner une grande partie de sa vie à la conversion de ces peuples de l'Afrique du Nord, au sujet desquels, même tout jeune, il avait peu d'illusions. Presque partout, dit-il, règne une cupidité extrême
et comme compagnons, le vol et le mensonge sous toutes leurs formes. En général, le brigandage, l'attaque à main armée sont considérés comme des actions honorables. Les mœurs sont dissolues. La condition de la femme est au Maroc ce qu'elle est en Algérie. D'ordinaire peu attachés à leur épouse, les Marocains ont un grand amour pour leurs enfants. La plus belle qualité qu'ils montrent est le dévouement à leurs amis. Ils le poussent aux dernières limites. Ce noble sentiment fait faire chaque jour les plus belles actions. Le Maroc, à l'exception des villes et de quelques districts isolés, est très ignorant. Presque partout, on est superstitieux, et on accorde un respect et une confiance sans borne à des marabouts locaux dont l'influence s'étend à une distance variable. Nulle part, sauf dans les villes et districts exceptés plus haut, on ne remplit d'une manière habituelle les devoirs religieux, même en ce qui concerne les pratiques extérieures. Il y a des mosquées dans tout Ksar, village ou douar important. Elles sont plus fréquentées par les voyageurs pauvres à qui elles servent d'abri que par les habitants. Il est plus sévère pour l'Israélite marocain. Retenu à El-Ksar pendant 24 heures le 7 juillet, à cause du sabbat, il écrit « Encore si l'on pouvait profiter de ce retard pour rédiger ses notes, mais c'est presque toujours impossible. A-t-on jamais vu au Maroc juifs écrire durant le sabbat ? C'est défendu au même titre que voyager, faire du feu, vendre, compter de l'argent, causer d'affaires, que sais-je encore. Et tous ces préceptes sont observés avec quel soin ? Pour les Israélites du Maroc, toute la religion est là. Les préceptes de morale, ils les nient. Les 10 commandements sont de vieilles histoires, bonnes tout au plus pour les enfants. Mais quant aux 3 prières quotidiennes, quant aux oraisons à dire avant et après les repas, quant à l'observation du sabbat et des fêtes, rien au monde, je crois, ne les y ferait manquer. Doués d'une foi très vive, ils remplissent scrupuleusement leurs devoirs envers Dieu et se dédommagent sur les créatures. Pour visiter Tétouan, et surtout les monts Beni Hassan et Chefchaouen, Foucault avait quitté la route de Tanger à Fès. Il la reprend et marchant dans une direction approximative nord-sud, il est à Fès le 11 juillet. Là, dans cette ville connue, il espérait ne pas séjourner. Mais qui n'a pas de temps à dépenser ne doit pas s'aventurer en pays de soleil. Un homme qui veut aller vite, et qui plus est choisit les chemins périlleux, un homme, un juif il est vrai, qui semble oublier les dates et ne pas se souvenir du grand jeûne musulman, quelle impertinence! On la lui fit sentir. Il a écrit de Fès à la date du 14 août cette lettre adressée à son cousin, Monsieur Georges de La Touche. « Tu me vois encore à Fès, et dois trouver que je ne suis guère avancé dans mon voyage. Ce n'est que trop vrai. Cela tient à ce que j'ai voulu passer toujours par les chemins les moins connus, et qu'il faut parfois longtemps pour trouver le moyen de les parcourir. De Fès, j'ai voulu aller à Tadla. Il y a 2 chemins, l'un facile et sûr en passant par Rabat, l'autre très peu fréquenté, très difficile, et traversant un pays complètement inexploré. Naturellement, j'ai tenu beaucoup à prendre le 2e. Information prise, il n'y a personne ici qui puisse nous y conduire en sûreté. Nous faisons écrire à Méquinès. Là, on nous répond qu'il y a un shérif influent qui connaît ce chemin, le prend quelquefois, connaît les tribus que nous traversons et qui peut, en un mot, nous conduire en sécurité à Boudjahad, capitale du Tadla. Tadla est une province et non une ville comme l'indiquent les cartes. Nous le faisons venir ici, il consent à nous accompagner, mais déclare qu'il ne veut partir qu'après les fêtes qui terminent le Ramadan. Force nous a été d'attendre, c'est pourquoi nous sommes restés si longtemps à Fès. Les fêtes du Ramadan seront finies après-demain. Aussi demain nous partons pour Méquinès et de là aussitôt pour Tadla. Pendant les 3 semaines que je savais devoir séjourner à Fès, afin de ne pas perdre mon temps, j'ai été de Fès à Taza, à 3 jours de distance. J'y ai été par un chemin et suis revenu par un autre. La position de la ville était connue, mais les chemins qui y aboutissent n'avaient pas été relevés. Je l'ai fait aussi exactement que possible. J'y ai eu le spectacle inattendu d'une ville où tous les habitants, musulmans et juifs, ne rêvent qu'une chose, la prochaine arrivée des Français.
Ces pauvres diables sont dans un pays où l'autorité du sultan est nulle et ils sont d'une façon continue en proie aux violences et au pillage de la puissante tribu kabyle des Riata. Aussi ne cesse-t-il de prier Allah de leur envoyer les Français pour les débarrasser des Riata. Je suis resté une 8aine de jours à Taza, faute de trouver avec qui en sortir en sûreté. Enfin, nous en sommes revenus et nous allons partir pour Tadla. Jusqu'ici, je ne suis pas content du tout de Mardochée. Il est poltron et paresseux au-delà de toute expression. De même que pour Figaro, on ne peut dire que ces deux vices se partagent son cœur, ils y règnent d'accord dans l'harmonie la plus parfaite. Par-dessus le marché, il est douillet au-delà de toute expression. Il passe son temps à geindre et quelquefois même il pleure à chaudes larmes. Dans les premiers jours, ce n'était que ridicule. À la longue, c'est fort ennuyeux. Marche-t-on, ce sont le soleil et les cahots de la mule. Est-on dans une ville, ce sont les puces et les punaises. Et puis l'eau qui est chaude, et puis la nourriture qui est médiocre. Tous ces petits détails peuvent être parfois durs à supporter. Mais il n'avait qu'à pas m'embêter à Alger pour voyager avec moi. Je t'avoue que si je n'avais pas tenu beaucoup à accomplir mon itinéraire et à ne pas revenir sans avoir rien fait, je l'aurais remercié il y a plus d'un mois et je serais revenu à Alger chercher quelqu'un de plus actif, de plus entreprenant et de plus viril. Mais à aucun prix, je ne veux revenir sans avoir vu ce que j'ai dit que je verrais, sans avoir été où j'ai dit que j'irais. Je crois que le voyage me coûtera tout ce que j'ai emporté, ou peu s'en faut. Jusqu'ici, j'ai dépensé 1500 francs, et j'ai peu marché. Il est vrai que là-dessus, j'ai 2 mules d'une valeur de 250 francs chacune. Ce qui coûte cher, c'est de marcher. Veut-on aller d'un point à un autre, voici ce qu'on fait. On va trouver un notable de l'endroit, qu'on sait pouvoir nous conduire en sûreté au point où on veut aller. On lui dit « Je veux aller à tel endroit, donnez-moi votre anaya et servez-moi de zetet ». L'anaya, c'est la protection, le zetet, c'est le protecteur. Il vous répond très volontiers « c'est tant ». On marchand d'une bonne heure, finalement on convient du prix. On lui remet la somme dite, moyennant quoi il vous accompagne lui-même ou vous fait accompagner par un de ses parents ou de ses serviteurs jusqu'au point désigné. C'est la seule manière de voyager dans les tribus berbères et kabyles. Sans cette précaution, les gens même de l'endroit que vous quittez courraient après vous pour vous piller à 1/4 d'heure de la ville ou du village d'où vous sortez. Ce zetet est la vraie chose coûteuse dans notre voyage. Il se paie plus ou moins cher, suivant qu'on doit traverser des tribus plus ou moins dangereuses. Quelquefois, il est excessivement cher. Ainsi, en sortant de Taza pour aller de là à un autre point, sur la route de Fès, distant de la ville seulement de 6 heures de chemin, j'ai payé 60 francs. Il s'agissait de traverser le territoire de ces terribles riatas. Tu comprends qu'avec une telle difficulté de communication, le commerce n'est pas actif au Maroc. Quoique le pays soit merveilleusement fertile, les habitants sont pauvres. Ils cultivent juste ce qu'il leur faut pour vivre, faute de pouvoir vendre le surplus. Il n'y a aucune comparaison entre ce pays-ci et l'Algérie, qui est un désert auprès de lui. En Algérie, il n'y a d'eau nulle part, même en hiver. Ici, dans cette saison, il y a de l'eau partout. Ce ne sont que rivières d'eau courante, ruisseaux, torrents, sources. Et note que depuis que j'ai mis le pied dans le Maroc, je n'ai pas vu tomber une goutte de pluie. Mais il y a de hautes montagnes boisées, et de la terrasse de la maison où je suis, on voit des filets de neige sur les cimes éloignées du Djebel Warain, dans la direction du sud-est. 1 mois d'arrêt. Charles de Foucault l'emploie à faire 2 grandes excursions, l'une à Taza, comme il a été dit, dans l'est, l'autre à Sefrou. Le récit très détaillé qu'il fait de ces 2 excursions me semble être une des meilleures parties de la reconnaissance au Maroc. Là aussi, les phrases pittoresques abondent. Par exemple celle-ci. À 3h30, nous atteignions un col. Taza apparaît, une haute falaise de roches noires se détachant de la montagne et s'avançant dans la plaine, comme un cap. Sur son sommet, la ville dominée par un vieux minaret, à ses pieds d'immenses jardins. Foucault atteint la porte de la première enceinte, ôte ses chaussures et entre dans la ville. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault,
de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.